Si c'est ce que le marché nous dit à propos de la façon dont les étudiants actuels et potentiels perçoivent l'enseignement supérieur, bien évidemment, nous devons changer quelque chose. Guillaume, bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans le studio de Dukascopy TV. C'est un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet des établissements d'enseignement supérieur et des écoles de commerce, ainsi que de la façon dont ils peuvent s'adapter aux exigences d'un marché en pleine mutation. Commençons par les tendances actuelles du marché de l'enseignement supérieur. Merci de me recevoir. À l'heure actuelle, je vois trois principales tendances. Tout d'abord, nous constatons de profonds changements dans les attentes des étudiants. L'un des exemples particulièrement marquants est l'évolution du marché des MBA. Vous n'avez qu'à taper le mot MBA dans le moteur de recherche Google et Google vous suggérera trois résultats. Le MBA est une perte de temps, le MBA est trop cher et finalement, le MBA est ennuyeux. MBA is too expensive. MBA is boring. Si c'est ce que le marché nous dit à propos de la façon dont les étudiants actuels et potentiels perçoivent l'enseignement supérieur, bien évidemment, nous devons changer quelque chose. Ce phénomène s'explique partiellement par le fait qu'il y a 5 ans, la majorité des étudiants qui prenaient la décision de suivre un programme MBA se fixaient pour objectif soit une carrière prospère, soit une augmentation de salaire. La majorité écrasante d'entre eux voulait devenir gestionnaire. Beaucoup d'entre eux voulaient être commerçants. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, la grande majorité des étudiants qui s'inscrivent au programme de MBA affirment qu'ils veulent avoir un impact social. La question qui se pose aujourd'hui pour les établissements d'enseignement supérieur est de savoir comment il faut élaborer un programme de formation en gestion pour quelqu'un qui ne veut pas être gestionnaire. Les étudiants ont déjà compris que le prochain commerçant serait un algorithme. Ils ne rêvent plus de travailler chez Goldman Sachs. Les aspirations des étudiants ont fortement évolué. Certains d'entre eux travaillent à la création d'une application, d'autres veulent devenir entrepreneurs. Les étudiants ne sont plus les mêmes. Nous avons constaté une évolution majeure par rapport à il y a 5 ans. La deuxième évolution importante est l'émergence de la pédagogie numérique et des programmes tels que MOOC et SPOC. Il y a toutes sortes de technologies numériques disponibles sur le marché. Il existe beaucoup de programmes bon marché, voire gratuits. Il s'agit des programmes très sérieux. C'est un énorme défi pour les concepteurs des programmes de formation en gestion, car il est nécessaire de réinventer ce modèle. Le troisième changement est la transition vers le modèle d'éducation centré sur l'étudiant. La majorité écrasante des étudiants ne s'intéresse plus à l'ancien modèle. Il s'agit notamment du modèle que vous et moi avons dû suivre. Auparavant, vous deviez passer 30 heures par semaine à écouter une personne portant le titre de docteur ou un chercheur qui sait tout. Ce modèle ne fonctionne plus car les étudiants ne s'y intéressent plus. L'apprentissage théorique ne les attire pas du tout. Ils veulent apprendre en faisant des choses. Parlons du concept de e-learning. Vu qu'une certaine partie de l'enseignement supérieur se fait déjà en ligne, pensez-vous que tout ce processus se passerait en ligne dans l'avenir ? Est-ce la meilleure voie à suivre, à votre avis ? Il est tout à fait possible que ce soit l'avenir de notre modèle d'affaires. Il existe 2 principaux défis pour l'enseignement en ligne. Le premier défi est la qualité. Pour être honnête, sur ce marché, il y a très peu d'offres que je peux classer comme étant d'excellente qualité, que ce soit en termes de contenu ou d'interaction avec les étudiants. Il est difficile de suivre une formation en ligne. Cela requiert beaucoup de discipline et de disponibilité intellectuelle. Il s'agit d'un produit assez complexe. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour créer un programme en ligne qui soit agréable pour les étudiants. Comme j'ai déjà fait noter, c'est le défi numéro 1. Le deuxième défi réside dans le fait que très peu de gens comprennent comment on peut gagner de l'argent à l'aide de l'enseignement en ligne. Le modèle d'affaires ne s'est pas encore concrétisé. Tout le monde s'oriente vers le numérique. Tout le monde propose des MOOC, mais personne n'arrive à réaliser des profits. Les universités le font pour maintenir leur prestige. Il en découle que le modèle d'affaires doit être repensé. Vous avez mentionné le modèle centré sur l'étudiant. Alors, qu'est-ce que cela signifie plus concrètement ?
L'un des principaux défis affrontés par les établissements de l'enseignement supérieur est la nécessité d'obtenir et de maintenir l'accréditation. Le marché ne vous considérera comme étant une institution sérieuse que si vous êtes accrédité. Le principal objectif des organismes d'accréditation est de protéger les intérêts des étudiants et de s'assurer de la bonne qualité de l'enseignement dispensé aux étudiants. En d'autres termes, ils doivent veiller à ce que les enseignants soient qualifiés pour être professeurs, qu'ils détiennent un doctorat, qu'ils réalisent des publications scientifiques et que 80% d'entre eux suivent le programme. Le problème réside dans le fait que lorsqu'un établissement se focalise sur la nécessité de suivre les recommandations des organismes d'accréditation, il devient centré sur les facultés. Autrement dit, un tel établissement se focalise uniquement sur ce qu'il représente et sur les compétences de ses chercheurs. Vous devez faire preuve de prudence, sinon vous risquez de devenir déconnecté des besoins réels des étudiants. Les étudiants, quant à eux, ne veulent pas nécessairement que leurs professeurs soient uniquement des titulaires du grade académique de docteur et des chercheurs. Ils veulent découvrir le parcours de quelqu'un qui a lancé une start-up il y a 2 ans, peu importe qu'il ait réussi ou échoué, ou les deux. En outre, les étudiants veulent collaborer avec des professeurs travaillant dans d'autres établissements. Par exemple, nous pouvons atteindre des résultats vraiment impressionnants en réunissant un groupe d'étudiants issus de mondes totalement différents autour d'un projet commun. Analysons par exemple le défi des entreprises. Il s'agit d'un défi dans le cadre duquel les représentants d'une entreprise se rendent dans une université et proposent aux étudiants de travailler en groupe pour répondre à une question. La question peut être la suivante. Je représente un aéroport de Paris. Comment pouvez-vous décrire l'aéroport du 21e siècle? Si vous êtes centré sur la faculté, vous ferez sûrement une série de matrices ou une analyse SWOT. Ainsi, cette entreprise obtiendra une réponse typique d'une école de commerce. Le seul hic est que 65% des entreprises ne font plus confiance aux écoles de commerce pour former des dirigeants compétents. Par conséquent, l'ancien modèle ne fonctionne plus. La meilleure solution pour trouver une réponse à cette question serait de créer un groupe mixte se composant d'étudiants des écoles de design, des écoles de beaux-arts et des écoles de commerce. En outre, vous pouvez faire en sorte que ce groupe d'étudiants représente un mélange de différentes nationalités. Pour vous donner un exemple, il serait génial de faire travailler ensemble des étudiants d'origine française, italienne, russe et américaine. Chacun d'entre eux aura sa propre vision des choses. Ils répondront différemment à la même question. Cela vous permet de créer quelque chose de différent par rapport au modèle centré sur les facultés en vous focalisant sur le monde des affaires et les étudiants. Au vu de tout ce qui précède, est-ce la fin des campus? Vous avez mentionné la collaboration entre différents établissements. Les campus ne sont-ils pas importants pour cette collaboration? Je suis absolument convaincu que c'est l'avenir des campus. C'est un petit point au sein d'un grand système, mais il représente le plus grand défi actuellement. Nous devons comprendre que si nous voulons produire quelque chose d'efficace pour les étudiants et les entreprises, nous devons aller au-delà des frontières d'un campus. Il est nécessaire de dépasser les frontières linguistiques. Nous devons être en mesure d'enseigner dans différentes langues. Les étudiants doivent être en mesure de collaborer en plusieurs langues dans plusieurs fuseaux horaires. Par exemple, l'heure n'est pas la même à New York et à Moscou. Néanmoins, les habitants de ces deux villes doivent coopérer pour pouvoir résoudre des problèmes ensemble. Nous devons dépasser les obstacles physiques qui empêchent les gens de travailler simultanément sur le même projet. Skype n'est pas une panacée. Nous avons besoin de trouver de meilleurs outils. Par conséquent, il y a un avenir pour les campus à condition qu'ils relèvent ces défis, c'est-à-dire à condition qu'ils maîtrisent plusieurs langues, dépassent les frontières et collaborent les uns avec les autres. Comme vous le savez, notre cerveau est divisé en deux moitiés. La moitié gauche est la partie analytique et la moitié droite est la partie créative. Les entreprises se concentrent sur la partie analytique, tandis que les écoles des beaux-arts se focalisent sur la créativité. Si nous réunissons les cerveaux droits et les cerveaux gauches dans la même équipe pour faire émerger une vision unifiée du problème, nous obtiendrons de meilleurs résultats. Selon moi, l'avenir des campus réside dans la constitution de nouvelles alliances, tout comme celles créées par des compagnies aériennes. Il s'agit des alliances internationales allant au-delà des frontières susmentionnées. Ces alliances permettront aux étudiants de suivre des programmes internationaux de formation, dépassant des programmes locaux de Paris ou de Londres. Guillaume, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.